Bonsoir et bienvenue dans la version estivale d'À bon entendeur. On parlera tout à l'heure de la sécurité des bouées gonflables pour les enfants. Mais avant cela, l'Afrique. Quand on pense à l'Afrique, on pense souvent famine. Et c'est vrai, l'Afrique reste et de loin le continent le plus touché. 59 millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère. Mais aujourd'hui, le continent est aussi frappé par un autre fléau, l'augmentation exponentielle des cas d'obésité et de diabète. En cause, l'urbanisation frénétique, la sédentarité et surtout l'invasion massive de produits alimentaires trop gras, trop salés, trop sucrés. Quand la malnutrition côtoie le surpoids, reportage au Kenya, Magali Rocha. Kibera, un des plus grands bidonvilles d'Afrique, au cœur de Nairobi, la capitale du Kenya. Ces toits en tôle abriteraient 250 000 personnes selon les uns, 1 million selon les autres, pauvres pour la majorité. La famille Achira vit avec l'équivalent de 2 francs par jour en moyenne. Chaque matin, pour tenir à 7 dans ce 10 mètres carrés, il faut réaménager l'espace. La mère s'occupe de ses 5 enfants, le père est vendeur ambulant. Tous dépendent de son salaire pour pouvoir manger. C'est difficile parce que parfois je vais en ville et je ne vends rien du tout. Je dois même rentrer à pied car je ne peux pas payer le bus. Et je reviens sans argent. Pas de quoi s'offrir un petit déjeuner, c'est donc le ventre vide que chaque matin, les enfants prennent le chemin de l'école. Pour le prochain repas, du thé noir et du riz, il faudra attendre le soir. Bonjour les enfants. Un seul repas par jour, la situation est loin d'être exceptionnelle. Dans cette école, qui accueille plus de 200 élèves, c'est même plutôt la norme. Combien d'entre vous ont eu un petit déjeuner aujourd'hui? Combien ont bu un thé ce matin avant de venir à l'école? L'école propose une collation et un repas de midi contre l'équivalent de 7 francs par mois, trop cher pour la plupart des familles. Ici, c'est notre cuisine. On a une nourriture variée et équilibrée. Mais la plupart des familles ne peuvent pas offrir la cantine à leurs enfants. Seulement un quart des élèves peuvent payer à cause de leur situation financière à la maison. Donc pour nous, c'est vraiment une situation difficile, car certains enfants sont nourris et d'autres pas. Certains n'ont pas les nutriments qu'il leur faut. Ils sont malnutris. Dans les quartiers les plus défavorisés, plus d'un tiers des enfants seraient en retard de croissance dû à une mauvaise alimentation. Les familles dont les enfants ne sont pas correctement nourris, avec un seul repas par jour non équilibré, risquent de voir leurs enfants souffrir de malnutrition aiguë et de retard de croissance. Le retard de croissance affecte les capacités cognitives des enfants et les empêche de fonctionner de manière efficace. Ce qui a aussi un impact important sur le développement du pays, puisque ces enfants ne grandissent pas avec toutes leurs capacités. Il y a la quantité, il y a aussi la qualité. Dans les rues de Kibera, il est plus facile de trouver biscuits, sodas et sucreries que fruits et légumes. Une mangue coûte par exemple 4 à 5 fois plus cher qu'un beignet. Manque de vitamines, manque de protéines, résultat, les enfants tombent facilement malades. Dans cet hôpital, au moins 4 cas de malnutrition aiguë arrivent chaque jour. La plupart des enfants sont amenés à l'hôpital pour d'autres raisons. Ça peut être la grippe, la pneumonie, et c'est seulement quand on leur fait un examen médical qu'on se rend compte qu'ils souffrent de malnutrition. Donc généralement, les enfants ne viennent pas parce qu'ils sont sous-alimentés. Ils viennent car ils sont malades, puis on se rend compte qu'ils sont malnutris. Les mères leur donnent qu'un type de nourriture et c'est surtout des glucides. Ils n'ont pas de protéines, ni de fruits ou de légumes. Ils ne reçoivent que des glucides. Fait étonnant,
Beaucoup de mères d'enfants sous-alimentés montrent des signes de surpoids. Elles seraient plus de 30% dans ce cas. Quand les mères vont travailler la journée, elles achètent ce qu'il y a de moins cher. Et au Kenya, les plats frits comme les beignets et les chapatis sont facilement accessibles dans la rue. Des enfants qui ont faim et des adultes en surpoids. En Afrique, ces deux phénomènes évoluent en parallèle, parfois dans le même foyer. On appelle ça le double fardeau de la malnutrition. Alors que sa petite fille part à l'école sans petit déjeuner, cette grand-mère de 48 ans a développé un diabète dû à son obésité. Elle pèse 145 kilos, presque 2 fois plus qu'avant son mariage. Enfant, elle a grandi avec un seul repas par jour. Arrivée en ville, elle ouvre un petit restaurant. L'accès facile à la nourriture l'a rendue malade. Quand j'étais petite, je ne mangeais que de la nourriture traditionnelle, des épinards, des légumineuses. Puis quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai commencé à beaucoup manger et je suis tombée malade. Le docteur m'a dit que je devais réduire mon poids et arrêter de manger autant de gras comme ces beignets. Combien vous en mangiez chaque jour ? Je ne comptais pas, car je cuisinais, je mangeais, je cuisinais, je mangeais. Quand je buvais mon thé, j'en mangeais. C'était aussi mon lunch, et s'il en restait à la fin de la journée, je les ramenais à la maison, et c'était aussi mon repas du soir. Une nourriture hautement calorique et pauvre en nutriments. Résultat, elle vit aujourd'hui grâce aux médicaments. Alors qu'une partie du continent souffre encore de la faim, les maladies chroniques liées à l'alimentation et au mode de vie augmentent de manière alarmante en Afrique. 20 à 30% de la population souffre d'hypertension artérielle, 4 à 6% est touchée par le diabète. Dans 2 tiers des cas, les personnes ignorent leur maladie et on estime que ces chiffres devraient doubler d'ici une vingtaine d'années. Il n'y a pas qu'une seule explication, c'est un problème complexe. Mais un des facteurs est que les personnes ont moins d'activité physique. L'autre facteur est que le régime alimentaire a changé, passant d'une agriculture de subsistance avec des légumes de son jardin à une alimentation urbaine et une nourriture industrielle et transformée. Et peut-être que la réglementation sur les aliments n'est pas assez claire sur ce qui est autorisé ou non. Un autre facteur important, c'est l'influence de l'Occident. Au centre-ville de Nairobi, il y a des fast-foods à chaque coin de rue, impossible d'y échapper. Des endroits très prisés par une classe moyenne de plus en plus importante. Le développement économique des villes africaines a entraîné un changement radical des modes de vie, plus de produits alimentaires transformés, plus de boissons sucrées, plus de transports. Résultat, en 25 ans, le taux d'obésité au Kenya a doublé. Aujourd'hui, 38% des habitants de Nairobi sont en surpoids. Zena ne fait pas exception. En 4 ans, elle a pris 40 kilos. Avant, je mangeais ça 3 fois par semaine. Vous savez, avec les fast-foods, c'est à n'importe quel moment de la journée. Il suffit d'entrer et c'est prêt. Et donc tu manges. Et c'est tellement addictif, tu passes devant et tu ne peux pas résister. Puis elle est tombée malade. J'ai commencé à avoir des palpitations. Je n'étais plus capable de travailler. J'avais mal aux genoux, aux jambes, j'avais des caillots de sang. Je ne pouvais plus marcher au soleil. Je ne sais pas trop pourquoi, mais tout cela à cause du poids. À quelques rues du bidonville de Kibera où la famille Achira lutte pour pouvoir se nourrir, Zena tente de perdre du poids. Dans ce parking souterrain, un cours de Zumba. De plus en plus de services du genre se développent dans la capitale kenyane pour faire face au fléau de l'obésité. Ici, beaucoup souffrent de surpoids, de diabète ou d'hypertension. La plupart de ces femmes ne s'étaient jamais inquiétées de leur poids avant d'être malades. Il faut dire que sur un continent régulièrement frappé par la famine, les kilos sont encore souvent associés à la richesse et à la bonne santé. La plupart d'entre elles pensent que c'est bien vu d'être grosse pour une femme africaine.
Mais quand elles arrivent ici, je leur dis qu'on doit contrôler leur masse corporelle, car seul l'indice de masse corporelle est valable pour dire si elles sont en surpoids ou en sous-poids. Sinon, être grosse, comme dans la tradition africaine, ce n'est pas sain. Changer les mentalités et avec elles tout le système de santé en Afrique, conçu principalement autour des maladies infectieuses. D'ici 10 ans, un Africain aura moins de risques de mourir du sida ou du paludisme que d'une maladie non transmissible liée au mode de vie. Donc, personnellement, sans avoir aucune évidence scientifique, mais je ne suis pas le seul à penser cela, je crois que les maladies non infectieuses et spécialement les maladies cardiovasculaires vont tuer beaucoup plus que le sida dans les années 90. Sur le long terme, c'est ce qui va nous tuer. Ce n'est même pas controversé car aujourd'hui, dans le monde, c'est déjà la plus grande menace. Donc pourquoi ça ne serait pas le cas ici en Afrique ? Un nouveau fardeau pour le continent. Professeur Pascal Bovet, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, spécialiste de médecine préventive. Vous avez fait beaucoup d'études dans plein de pays en Afrique, mais aussi ici en Suisse. On vient de voir ce sujet. Nous, disons, la coexistence entre les gens qui ne sont pas assez nourris et ceux qui mangent trop, en Afrique, ça nous surprend. Est-ce que vous, ça vous surprend aussi ? Non, ça ne nous surprend pas du tout, parce que la situation de malnutrition, je crois que tout le monde la connaît, et la situation de surnutrition est effectivement un peu nouvelle et en augmentation très rapide dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays dans lequel le surpoids n'augmente pas. Alors, on voit ici au Kenya, le nombre de cas a doublé en 25 ans, donc les cas d'obésité et de diabète. Est-ce que c'est la même chose chez nous ? Est-ce que ça double aussi tous les 25 ans ? Alors ça a été le cas, mais de façon moins rapide que dans les pays en voie de développement. Ici, on avait un niveau un peu plus haut qui monte légèrement, tandis que dans les pays en voie de développement, on a un niveau très bas qui augmente très rapidement. Parce que si vous voulez, les forces qui causent le surpoids convergent encore plus rapidement et plus fortement dans ces pays en voie de développement. Alors justement, en Afrique, qu'est-ce qui fait que les gens mangent trop et trop sucré et trop gras ? Il y a plusieurs catégories de causes et je pense que c'est important d'en être conscient. Une, c'est que le cerveau est fait pour on est construit pour manger autant que possible dans l'évolution. Pendant longtemps, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, donc notre cerveau a été déterminé, si vous voulez, pour profiter de l'alimentation, pour avoir des réserves en cas de disette. Alors actuellement, il n'y a plus de disette, il y a de la nourriture dans le frigo, il y a de la nourriture partout. Alors si vous voulez, ce mécanisme, on va dire, physiologique, est assez ennuyant dans le sens où les personnes ont toujours tendance à manger plus que nécessaire. Il n'y a pas de mécanisme qui vous dit « arrêtez de manger, vous avez trop mangé ». Donc ça, c'est un problème. Un deuxième problème, c'est le fait que les produits riches en calories sont bon marché, faciles à conserver, faciles à transporter et distribuer. Donc on a un intérêt commercial à les vendre, en voilà. fait. C'est plus facile que les fruits et les légumes. Exactement. Donc il y a un commerce global de tous ces produits, en particulier les boissons sucrées, qui favorisent l'absorption de produits qui sont très riches en calories versus des produits frais, des fruits et légumes qui par ailleurs seraient plus chers, ne dureraient pas longtemps dans les rayons et du coup donc on a toujours cet apport de produits riches en calories. Mais bon, ça c'est un problème qui existe aussi chez nous. On préfère manger des petites gaufrettes que des fruits. Qu'est-ce qui fait la spécificité du problème en Afrique ? Pourquoi est-ce qu'en Afrique ce taux augmente aussi vite ? Ici, dans n'importe quel supermarché, vous aurez des produits malsains et des produits très sains. Et c'est à nous de choisir. Et c'est à nous de choisir. Et il y a beaucoup de produits sains. Dans n'importe quel supermarché chez nous, vous trouverez des fruits et légumes, vous trouverez des produits frais que vous préparez à la maison qui sont tout à fait disponibles à des prix raisonnables. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ce qui n'est pas le cas en Afrique où ces produits, vous voyez, ces beignets frits sont des produits très communs dans les rues. Très bon marché. Et très bon marché qui se gardent, où on fait beaucoup de bénéfices. C'est beaucoup plus simple de commercialiser ce genre de produits que des produits frais. Et puis bon, il y a tout le problème des boissons, c'est-à-dire qu'en Afrique, souvent il fait chaud, donc les gens boivent. Et puis boire de l'eau, c'est pas évident. Voilà, exactement. Les boissons sucrées, c'est des bombes caloriques. Il y a énormément de calories. Dans une petite boisson de 3 décilitres, donc la bouteille habituelle, c'est l'équivalent de courir pendant 1 heure. Alors dans les pays chauds où on boit facilement 2-3 litres par jour, si
une portion substantielle de cette eau est fournie par des boissons sucrées, alors évidemment, il y a un apport de calories qui est extrêmement élevé. Alors bon, pour lutter contre la propagation de ces boissons sucrées, il y a une solution qui est d'essayer de les taxer, de taxer le sucre. Il y a quelques jours, au Parlement suisse, cette taxe a été balayée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Alors, le surpoids est dû à beaucoup de causes, il n'y en a pas qu'une. Mais c'est clair que la taxe sur le sucre est une mesure qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, qui a été mise en œuvre dans plusieurs pays. Vous-même, vous avez travaillé à la mise en œuvre aux Seychelles. Aux Seychelles, on a introduit une taxe de 20%, à peu près 20%, une taxe d'assises d'à peu près 20% sur toutes les boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Tout ça dans l'idée d'augmenter de façon substantielle, que les gens remarquent la différence de prix pour que ça les incite à consommer plutôt de l'eau. Est-ce que ça marche? Alors, aux Seychelles, cette mesure vient d'être commencée au mois d'avril. C'est encore trop tôt pour le dire, mais cette mesure a été prise dans différents pays, comme le Mexique, dans différents États des États-Unis, aussi en Angleterre, en Écosse, récemment. Et en tout cas, on a une évidence qu'au Mexique, ça marche. Donc, on devrait l'appliquer aussi en Suisse? Alors oui, c'est certainement une chose à considérer. Maintenant, chaque pays a sa situation particulière. On peut dire qu'en Suisse, on a un accès peut-être plus varié à des produits sains. On peut dire aussi que le problème de l'obésité et du diabète est nettement moins grave que dans bien des pays en voie de développement. Qu'en Afrique, par exemple. Qu'en Afrique, particulièrement. Donc, on pourrait peut-être dire que l'urgence est peut-être un petit peu moins grande. Tout ça en tenant compte aussi du contexte culturel, politique de la Suisse, l'indépendance, etc. Mais c'est évident que dans les pays en voie de développement, cette mesure est une mesure dont il faut sérieusement considérer avec d'autres mesures. Par exemple, d'avoir des étiquettes sur les produits qui mettent clairement la quantité de calories, une interdiction de la publicité de produits ou une limitation de la publicité pour des produits malsains. Et ça s'adresse aussi à la télévision, que ces publicités ne passent pas à des heures où les enfants regardent ces publicités. Donc il y a un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place pour s'adresser à ce problème. Bref, il y a encore pas mal de travail. En tout cas, professeur Beauvais, je vous remercie vraiment d'être venu nous donner ces explications. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir. Lorsqu'un enfant ne sait pas encore nager ou mal, on lui colle illico des fameux manchons, des brassards gonflables, ou alors une bouée ou une ceinture de flottaison. Toute une batterie d'équipements certes utiles et rassurants, mais attention, au regard de la loi, tous ces objets qu'on trouve dans le commerce courant sont considérés comme des jouets et seulement des jouets. Donc prudence, même s'il porte ces jolis manchons orange, il ne faut jamais quitter Junior des yeux. Reportage au bord de la piscine, Johanna Commange et Andrea Sotro. Moi les bouées je n'aime pas du tout et ça peut vraiment se renverser facilement. C'est une copine qui me les a conseillés parce qu'elle trouvait que c'était super pratique parce qu'ils gardaient la position allongée. Les manchons, je trouve que c'est pas sécuritaire. Là, je suis beaucoup plus sécuritaire avec la danière. Mais c'est nous qui l'aidons, on n'a encore rien acheté d'autre. Non. Pourquoi plutôt des manchons qu'une bouée? C'est aussi ce que j'ai porté moi enfant et puis ça les laisse quand même assez libres de leur mouvement, c'est surtout pratique en fait. Ça me paraît une vraiment mauvaise idée. Sachant que même actuellement, elle serait capable de les enlever, les brassards. Pas facile de faire un choix parmi la famille d'objets qui aident à flotter, ni de savoir si on ne gonfle pas un peu la promesse de sécurité. Alors, avant de nous jeter définitivement à l'eau, on a décidé de soumettre différents flotteurs au service genevois de la consommation. Des objets, et ça va peut-être vous surprendre, qui sont réglementés par l'ordonnance sur les jouets. Et notamment dans cette ordonnance, on va retrouver des principes généraux qui vont s'appliquer à tous les jouets, et puis quelques, on va dire, spécificités pour les jouets aquatiques. Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire dans la mesure du possible et compte tenu de l'usage préconisé tout risque de perte de flottabilité du jouet et de sa capacité à maintenir l'enfant hors de l'eau. On retiendra donc de l'ordonnance sur les jouets annexe 2 la notion plutôt flottante de réduire, dans la mesure du possible, la perte de flottabilité des jouets aquatiques. Pour ce type de jouet, typiquement, on doit avoir des
préconisations du type le poids, l'âge, et puis des mises en garde, comme quoi ces produits-là doivent être utilisés sous la surveillance des parents et doivent être utilisés uniquement dans des endroits où les enfants ont pied. Ce ne sont donc pas des gilets de sauvetage, ce sont juste des aides à la flottabilité. Et ça, c'est un avertissement qui doit figurer sur chaque produit. On fait un exercice d'étiquette. Celui-ci, par exemple, on retrouve, attention, à n'utiliser qu'en eau où l'enfant à pied et sous la surveillance d'un adulte. Et puis, on précise aussi qu'il ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Et puis, on va retrouver, je pense, à l'intérieur des spécificités. On a, par exemple, les âges maximum, 3 à 6 ans, et certainement aussi des spécificités de poids. Si je prends celui-ci, par exemple, on a bien avertissement en grand, mais alors après, j'ai essayé un petit peu de retrouver les informations qui sont susceptibles de m'intéresser en français, parce que c'est vraiment dans toutes les langues, c'est un produit très international, et c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Celui-ci est un petit peu limite par rapport à la qualité de l'information qui pourrait être donnée. Je vois celui-ci, par exemple, là je n'ai pas retrouvé non plus dans le texte les informations, il y a uniquement des pictogrammes. Vous voyez, là aussi, aucune mention écrite, que des pictogrammes donc. Alors à mon sens, ça c'est insuffisant. On doit avoir la mise en garde écrite telle quelle sur le produit. Là, il y a la mention CE. Est-ce que ça, c'est une garantie, Patrick Eder, pour le consommateur? Alors le CE sur les jouets, c'est pas une obligation. On a contrôlé des jouets qui avaient le CE et qui ne respectaient pas ces exigences. Je dirais que c'est pas une garantie en soi. Ça indique juste normalement quand même que le jouet est censé avoir été fabriqué selon ses prescriptions. Maintenant, c'est au distributeur de vérifier que ces allégations sont correctes ou pas. Dis-moi, toi, tu n'utilises plus de bouée ni de brassard? Non, j'aime pas. Ça serre les bras. Et puis la bouée, ça sert quoi? À pouvoir flotter. Ici, au bain du centre thermal d'Yverdon, le règlement de sécurité n'autorise que 2 types d'aide à la flottaison, les brassards ou les bouées-sièges. Pour le Bureau de prévention des accidents, il n'y a pas de famille d'objets à recommander, mais une seule recommandation. Quand vous voyez là comme ça ce panel, très spontanément, qu'est-ce que ça vous inspire? Tous les parents qui aimeraient que leur enfant puisse nager, ils achètent quelque chose comme ça, des brassards, des bouées, etc. Mais ce qui me vient en tête, c'est qu'il faut vraiment toujours surveiller les enfants, même s'ils portent des brassards, etc. Parce que même les producteurs, ils disent que ça n'empêche pas la noyade. Ce n'est pas un danger qu'on invente, parce que malheureusement en Suisse, chaque année en moyenne, 3 enfants se noient et ça va très vite. Et aussi, il faut dire que ça va sans cri, l'enfant ne va pas pleurer, vous n'entendez rien. C'est vraiment très très important de toujours les surveiller. Quand vous dites surveiller un enfant, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être très très proche de l'enfant, au bord du bassin ou même dedans. Et pour les petits-enfants, ça veut dire qu'il faut vraiment les garder à portée de main, quelques centimètres maximum, parce que dans tous les accidents de noyade des enfants en Suisse, la cause principale, c'est l'absence de surveillance. Et dans une piscine publique, avec surveillance, qui est responsable en cas de problème? Alors, le parent reste bien entendu responsable de son enfant. Nous, on interviendra sur l'incident qui aura lieu, mais le parent reste en premier lieu responsable de ses enfants. Est-ce que tout le monde a fait son petit tour d'échauffement? C'est tout bon? Ouais? Ok. Finalement, la meilleure sécurité, c'est d'apprendre à apprivoiser l'eau, acquérir des automatismes pour ne pas paniquer avec la tête sous l'eau, dès le plus jeune âge, avec les parents ou en cours. Tu as peur de l'eau, Mathilde, ou pas? Non, si je couche sous l'eau, ça fait rien, je peux juste faire ça. Ou bien ça. Chaque fois qu'ils mettent la tête sous l'eau, c'est une fête, c'est vraiment c'est sympa. Il faut qu'ils trouvent que l'eau, ça soit un jeu en permanence. Et puis comme ça, parce que voilà, c'est pour ça qu'au début on fait des bulles, on met un peu la tête sous l'eau, enfin c'est tout le temps un jeu. Parce que des fois quand un parent, on voit son enfant qui va sous l'eau, c'est... Et voilà, ça c'est... Nous ici, c'est génial, c'est bien. On met un peu la tête dans l'eau? Et tout ça avec des bras et le regard bienveillant d'un adulte.
Mardi prochain, pas d'émission à l'approche de la fête nationale. On se retrouve donc dans 15 jours pour découvrir la dernière folie culinaire en Californie. Des menus au cannabis, mais oui. Et on s'interrogera aussi sur l'utilité des crèmes après soleil. Rendez-vous donc le mardi 5 août. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été et à bientôt.